Alors le concept de contre-démocratisation, il m'est venu quand j'ai commencé à regarder la cohérence de l'ensemble des réformes Blanquer et quand j'ai compris que ce que j'appelle la boussole de la démocratisation, c'est-à-dire une sorte de cap qui avait été fixé il y a maintenant un siècle à peu près, c'est-à-dire un cap qui vise à emmener tous les enfants, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles, vers vers une scolarité qui leur est commune et qui leur donne la possibilité à tous de réussir. C'est un cap, donc c'est un idéal. Ça ne veut pas dire que toutes les réformes scolaires ont mené à des réussites en termes de démocratisation. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais ça veut dire qu'elles avaient ce cap-là et qu'elles le justifiaient comme ça. Et il me semble que les réformes la cohérence des réformes Blanquer a volontairement capitulé sur ce cap. Donc elle a retourné la boussole, comme je dis, voilà, pour ne plus voir en fait le cap nord. Alors c'est important parce que ça veut dire que cet idéal de démocratisation scolaire, il risque de plus être porté dans l'espace public, au moins par le discours, si ce n'est par les gestes. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que de manière assez inédite, de la maternelle, donc de l'âge de 3 ans, jusqu'à Parcoursup, parce que pour moi, ce qu'on appelle vraiment le système éducatif, il va jusqu'à l'université, de la maternelle jusqu'à Parcoursup, on observe tout un tas de mesures qui en réalité verrouillent la possibilité pour les enfants qui en ont le moins, qui sont le moins dotés sur le plan du capital culturel, du capital social, verrouillent la possibilité de réussir. C'est ce que j'appelle moi une assignation à résidence scolaire, c'est-à-dire que l'idée c'est de détecter chez les enfants le plus prématurément possible ceux auxquels pourtant on offre toutes les chances, parce qu'évidemment lui il va dire l'égalité des chances, donc on offre toutes les chances et puis ça marche pas. Bon, ça veut bien dire qu'il n'est pas fait pour ça et donc on trie. Voilà. Et c'est une école du tri. Et c'est une école du tri à chacun des paliers, y compris avec la réforme du lycée qui est montrée comme un immense progrès à la carte, les enfants vont choisir, etc. Et puis en réalité, quand on arrive à Parcoursup, eh bien, on s'aperçoit que Parcoursup, c'est un système de sélection sur des critères qu'on ne connaît pas d'ailleurs pour la plupart, c'est des critères qui sont complètement occultés, critères de sélection, mais en tout cas sur CV, sur lettre de motivation, sur, alors je sais plus, brevet de citoyenneté, bientôt ce sera le SNU obligatoire, être parti dans un pays étranger, maîtriser une langue, etc. Et puis avec comme information, parce que souvent c'est anonymé, mais l'information c'est le lycée d'origine. Donc on voit bien qu'on a véritablement une forme de hiérarchie d'établissement scolaire qui existait déjà, mais qui va être officialisée par ce type de mesures. Il y a plein d'autres exemples que je développe dans le petit livre École, là, qui paraît à la rentrée. Mais voilà, c'est ça qui a fait que j'ai souhaité parler de contre-démocratisation. Alors, toutes ces réformes-là, elles s'accompagnent en effet d'une réécriture des programmes à chaque palier de la scolarité. Cette année, ça a été le lycée et on arrive là à la maternelle, puisque c'est le prochain chantier du Conseil supérieur des programmes. En fait, quand on réfléchit à l'école en termes justement de démocratisation, il faut toujours tenir les deux bouts des réformes de structure, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qui va changer dans les manières de recruter, dans les manières de scolariser, dans les disciplines choisies, etc. Et puis il faut l'articuler avec la question des programmes, c'est-à-dire les contenus d'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne? Alors ce serait fastidieux de rentrer dans le détail de l'ensemble des programmes, mais si je devais déterminer un fil rouge des réécritures récentes des programmes de lycée, je dirais que ce sont effectivement des programmes qui accompagnent une contre-démocratisation parce que ce sont des programmes qui ont complètement minimisé, qui minimisent quand ils ne suppriment pas d'ailleurs complètement, ce qui permet d'acquérir un esprit critique, c'est-à-dire ce qui permet de poser un regard critique, c'est ce qui nourrit l'intelligence. Un critique, ça ne veut pas dire ah ouais, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est pas ça la critique. La critique, c'est rendre possible le doute et construire de l'argumentaire pour comprendre quels sont les enjeux derrière un fait de société, par exemple. Alors on voit bien que les matières qui sont les plus touchées sont les matières inhérentes au socle, on va dire, culture, sociale, littéraire. Donc on a tout un tas comme ça d'exemples selon les disciplines qui montrent que les programmes deviennent véritablement un outil de mise au pas des enseignants. Par ailleurs aussi, ils sont extrêmement lourds, extrêmement directifs et ils sont désormais au lycée jalonnés par un contrôle continu qui fait que, comme on a vu, je ne sais pas si vous la connaissez, cette série The Wire,
bon, généralement on la connaît, The Wire, il y a une saison qui est entièrement dévolue au système éducatif américain, c'est la saison 4 si mes souvenirs sont bons. Et à un moment donné, il y a un prof qui dit je n'enseigne pas les maths, j'enseigne le test. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça qui risque de se passer, c'est-à-dire qu'effectivement, tout prof a envie que ses élèves réussissent, ça c'est tout à fait normal. Donc il se dit j'ai un jalon en janvier, j'ai un jalon en avril, bon ben moi je vais y aller pour les préparer au test. Et donc du coup les programmes deviennent véritablement des lignes directrices qu'on va appliquer à la lettre, puisque de toute façon on sait qu'il faudra avoir fait ça à tel moment puisque c'est évalué. Donc ce pilotage par l'évaluation, des programmes extrêmement directifs et des programmes acritiques, voilà ce qui fait qu'il faut continuer absolument à porter des revendications très claires sur des réécriture de programmes qui soient des programmes au service plutôt d'une émancipation, c'est-à-dire d'une réflexion collective sur qu'est-ce que c'est qu'une lutte, qu'est-ce que c'est qu'une mobilisation, qu'est-ce que c'est qu'un ordre, qu'est-ce que c'est qu'un régime politique, qu'est-ce que c'est que le pouvoir, etc., etc. Ça, ce sont des thèmes qui méritent absolument d'être réfléchis très en amont par des enfants, par des petits, puis après par des adolescents. Il se trouve qu'aujourd'hui, on observe un véritable engouement pour ce qu'on appelle les écoles alternatives. Écoles alternatives, comme leur nom l'indique, qui vont donc proposer des alternatives à l'école publique, qui va mal, indéniablement, je ne suis pas là pour dire tout va bien, attention, elle va mal. Donc ce sont des écoles qui vont tirer parti des dysfonctionnements de l'école actuelle, et écoles alternatives parce qu'elles vont mettre en place ce qu'elles considèrent être des pédagogies alternatives, c'est-à-dire des pédagogies actives qui sortent les enfants d'un modèle extrêmement normé, disciplinaire, répressif, etc. Ces écoles alternatives, dont on peut tout à fait louer parfois les principes fondateurs, parce que de fait, il y a quelque chose d'extrêmement oppressant parfois dans l'école. Tout le monde n'a pas un bon souvenir de l'école. Moi, je ne suis pas là pour magnifier l'école. Tout ne va pas bien. Il y a aussi des collègues qu'on n'aime pas. Il y a des profs, il y a des élèves qui sont chiants. Enfin bon, c'est ça, l'école. Donc il y a des présupposés, des principes fondateurs de ces écoles alternatives qui sont tout à fait justes et louables. Mais ces écoles alternatives, par définition, ne peuvent pas être publiques, donc elles sont privées. Et donc si elles sont privées, ça veut dire qu'il faut que les parents paient. Et ces écoles alternatives, du coup, intègrent la logique qui est tout à fait celle aussi du gouvernement actuel, c'est-à-dire une logique de néolibéralisation des écoles qui vont offrir tous leurs services de pédagogie active, d'accompagnement individuel des élèves pour un demi-SMIC par mois. Voilà. Et donc à partir du moment où, quelle que soit la qualité indéniable des pédagogies et des accompagnements qui sont proposés, à partir du moment où c'est un demi-SMIC par mois, on voit bien à quelle catégorie de population ça s'adresse et on voit bien comment en fait ça accentue le fossé social entre des enfants qui ont besoin de cette école gratuite et d'autres qui vont bénéficier de ces pédagogies magiques. Alors tout ce que je viens de décrire là sur l'école publique, c'est quelque chose qui est, je crois, au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages partisans entre enseignants ou au-delà des petites susceptibilités personnelles, il y a quand même quelque chose qui les réunit, ces enseignants, c'est que beaucoup ont ce sens du service public chevillé au corps, beaucoup. Et ce qui me fait dire ça, c'est la radicalité de la dernière mobilisation sur le bac. Lorsqu'on a vu des enseignants, moi je l'ai suivi de près, et donc j'ai vu que parmi eux, il y avait des enseignants que je pouvais cataloguer comme très réactionnaires, conservateurs, des fétichistes des notes, des fétichistes du bac, des gens avec qui je ne suis pas forcément en accord, mais qui ont accompagné le mouvement. Et surtout qui ont commencé à l'accompagner lorsque le ministre a commencé à dire qu'il allait retirer 15 jours de salaire aux enseignants et qui ont senti qu'il se passait un truc. C'était pas normal en fait, tout à coup ce discours très anti-prof, cette répression extrêmement décomplexée, etc. Et on a vu vraiment, je trouve, une solidarité enseignante autour de cette mobilisation autour du bac, autour de la réforme du lycée et qui a pris vraiment la forme d'un discours de défense du service public. De défense du service public au nom d'un outil qui est le bac, qui est insatisfaisant, là-dessus on est beaucoup à être d'accord, qui est insatisfaisant, qui est déjà un facteur d'inégalité scolaire, mais qui malgré tout
parce qu'il reste national, parce qu'il a ce capital symbolique aussi d'examen, parce qu'il avait, je devrais dire, parce que c'est fini, ce capital symbolique d'examen de fin de scolarité, d'entrée dans un autre moment qui est le moment supérieur, etc. On y est attaché. On y est attaché et on sent bien que le fait d'instaurer toute cette part de contrôle continu, le fait de l'avoir fait extrêmement rapidement sans consultation des enseignants, le fait d'instaurer de fait du coup un très fort localisme de cet examen qui n'est plus national, qui perd son caractère national, et de nouer ça avec Parcoursup, comme je disais tout à l'heure, eh bien ça blesse. Ça blesse le sens du service public en fait qu'on a quand on est enseignant, quand on a passé un concours pour ça, d'autres l'ont dans d'autres corps évidemment, mais qu'on a, voilà, au-delà de nos clivages. Et je trouve que ce dernier mouvement, il est de ce point de vue-là extrêmement porteur d'espoir en fait, parce que c'est aussi quelque chose qui a révélé que on la défend cette école. Voilà, ces agents la défendent. Alors je ne sais pas si ce sera suffisant, mais ça fait du bien quand même de savoir que ça existe. Moi, professionnellement, j'ai un statut un peu d'interface, c'est-à-dire que j'enseigne l'histoire-géographie, je l'enseigne encore en lycée, je l'enseigne à l'université, j'enseigne la didactique de l'histoire, et par ailleurs, je fais des recherches sur l'enseignement de l'histoire, sur les usages publics de l'histoire, sur les enjeux mémoriels, sur tout ce qui touche en fait aux différentes formes de circulation de l'histoire dans l'espace public, en comptant que l'école, finalement, elle appartient aussi à cet usage public de l'histoire. Et du coup, je considère qu'il est de ma responsabilité aussi de montrer comment le passé contient quelque chose de propulsif en fait. Voilà, de propulsif au sens où c'est pas quelque chose qui est destiné à être fossilisé, patrimonialisé, idéalisé, loin de là, mais le passé, de mon point de vue, contient des outils d'intelligibilité, de processus sociaux, de processus de mobilisation, d'échecs, de succès, de micro-histoire, c'est-à-dire aussi de la vie des gens ordinaires. Notre vie n'est pas faite uniquement de lutte, de mobilisation, heureusement, sinon on ne vivrait pas longtemps. Mais voilà, de tout un tas de données qui sont des données qui nous permettent de comprendre le fonctionnement des sociétés humaines et qui nous permettent aussi de redonner une forme de, je dirais presque de dignité historique à celles et ceux qui ont été un peu oubliés par ce qu'on appelle la grande histoire, c'est-à-dire celle qui est promue comme le moteur déterminant de l'histoire, les grands hommes essentiellement, d'ailleurs très peu des grandes femmes, les grands hommes, cette espèce de panthéon, voilà, et puis bien sûr ce qu'on appelle le roman national, c'est-à-dire cette culture, enfin cette forme totalement hégémonique de rapport à l'histoire dans l'opinion, à savoir que voilà, c'est Vercingétorix, c'est Clovis, etc. Ben moi, en tant qu'historienne, et parce que j'aime ça, et parce que ça me passionne, je considère que c'est l'une de mes responsabilités, en fait, de faire passer dans l'espace public le produit de mes recherches. Ça s'appelle du service public de la recherche par ailleurs, c'est un autre service public. Donc de faire passer dans le service public le produit de mes recherches et de leur dire ben non, en fait, le rapport au passé, c'est pas que les grands hommes, c'est pas que le roman national, c'est d'autres processus d'intelligibilité et c'est ça qui rend les acteurs d'aujourd'hui en fait détenteurs d'une certitude d'avoir un rôle à jouer dans l'histoire. Et moi je suis pas là pour dire quel rôle à jouer dans l'histoire, même si j'ai ma petite idée sur la question, mais en tout cas déjà le simple moment de se dire ah mais oui en fait je ne suis pas complètement quotité négligeable dans le déroulé de l'histoire, je trouve que déjà ça c'est un truc énorme. Et quand on arrive à faire ça avec des gamins, ben on est super content. Et on se dit il y a un truc qui est passé.